Deux principaux titres dans ce journal, l'axe routier Libreville-Ntoum et la situation du PK27 en état de dégradation très avancée, principale préoccupation des usagers qui ne savent plus à quel saint se vouer. Et puis la Guinée-Conakry avec cette grande marche de l'opposition. Il a été question de fustiger l'usage d'armes à feu par les forces de l'ordre lors des manifestations politiques. Bonsoir à tous. En quoi consiste le métier d'enseignant? Une question qui vaut son pesant d'or au moment où le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la Journée mondiale de l'enseignant et dans un contexte de rentrée scolaire. La journée est célébrée tous les 5 octobre de l'an. La rédaction de Gabon 24 s'est rapprochée des principaux concernés. Gabriel Ratanga, Bertin Osaga. L'enseignement confère à ceux qui l'exercent une stabilité et un certain équilibre. Être enseignant est un privilège, ceci d'autant que la matière première est l'humain, généralement à l'âge le plus malléable. Le métier d'enseignant devrait être pour chacun de nous une espèce de sacerdoce. C'est-à-dire que n'est pas enseignant qui le veut. Non seulement vous devrez avoir appris à enseigner, parce qu'enseigner c'est un métier, mais encore il faudrait aimer ce métier. C'est ainsi on le fait en toute liberté. En d'autres termes, nous avons d'abord le souci du matériel, parce qu'on ne peut bien enseigner que lorsqu'on a le matériel voulu. Enseigner, c'est apprendre à apprendre. Aider à devenir, c'est guider les hommes vers l'espérance, délivrer la société de l'errance, de l'ignorance, c'est en même temps former, informer et transformer. Parler de l'enseignant et de l'enseignement, c'est revenir au socle, le fondement de la société. On ne peut pas parler de société sans parler d'enseignant et d'enseignement. Toute société est fondée sur l'enseignement, qui commence déjà depuis la maison jusque dans la vie civile, dans la société. Donc, à tous les paliers, on retrouve forcément un enseignant. Donc, l'enseignement, c'est un métier qui est assuré pratiquement par tout le monde, par tous les membres de la société. Sauf qu'il y a cette profession qui a été choisie par certains dans les établissements scolaires, là où il y a une certaine réglementation. Donc, on ne peut pas penser une société sans penser à l'enseignant. C'est l'enseignant qui forme la société. De toute évidence, le fondement de la société est la transmission du savoir, de la culture d'une génération à l'autre. Le rôle déterminant et irremplaçable de l'enseignant dans cette transmission n'est plus à démontrer. L'enseignant forge les destins, il est le créateur de toutes les autres professions, il est incontestablement l'auteur, compositeur à l'origine de toutes les compétences. La situation du VIH-Sida au Gabon au cœur des discussions entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le directeur pays de l'ONU-SIDA, Françoise Ndayishimiye. C'était au cours de l'audience que le président de la République a accordé à cette dernière. Le compte-rendu est de la presse présidentielle. La lutte contre le sida au Gabon, au centre de cet entretien entre le président de la République et le directeur pays de l'ONU-SIDA au Gabon. Nouvellement portée à la tête de cette organisation, Françoise Ndayishimiye vient pour une prise de contact avec le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, mais également présenter la situation du pays face au VIH-Sida. J'ai eu l'occasion d'abord de féliciter le Gabon en tant que pays qui, dans la sous-région et aujourd'hui, a été avant-gardiste pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. À ce jour, environ 60% des personnes vivant avec le VIH au Gabon sont sous traitement, alors que dans la sous-région, ils ne sont qu'à 35%. J'ai souligné également qu'il y a encore 30% non encore sous traitement. Et de ceux-là, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Au cours de cette audience, le président de la République et son hôte ont abordé la question de l'appui technique de l'ONU-SIDA au gouvernement gabonais dans sa politique de lutte contre cette pandémie.
ONU-SIDA aimerait bien se positionner en tant qu'acteur, surtout dans l'accompagnement technique et dans le plaidoyer pour que il y ait plus de nouvelles infections et que nous atteignions les 90 en disant que plus de Gabonais puissent se faire dépister et que 90% de ceux qui sont dépistés puissent être sous traitement et que les 90% qui sont sous traitement puissent être suivis, bien suivis. La lutte contre le VIH-Sida est un combat quotidien. Les autorités gabonaises, en tête desquelles le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, ont pour mission d'atteindre les objectifs fixés par la communauté internationale, à savoir éradiquer le sida. Je vous le disais en titre, la dégradation avancée de l'axe Nkok-Nkontan sur la nationale 1, reliant Libreville à la ville de Ntoum, distante de 40 km. Comment en est-on arrivé à cette situation qui, somme toute, aurait pu être évitée si les dispositions préventives avaient été prises? Ni la société adjudicatrice, ni le ministère des Infrastructures et de l'Équipement en charge du dossier, personne n'a pu donner des explications. Le constat de Kenny Ongori, Lardi Ngemamba. Sur la route nationale 1 à la sortie de Libreville à Nkok-Nkontan, la circulation est au ralenti depuis quelques jours. Une situation qui a entraîné la confusion sur les réseaux sociaux. Cette situation est le fait d'un chaînon manquant dans les travaux de reconstruction de cette route, la seule qui relie Libreville à l'intérieur du pays. Et pour cause, l'entreprise adjudicataire Entraco a fermé le chantier depuis plusieurs mois. Au quartier général de l'entreprise à Olomi, dans le 4e arrondissement de Libreville, il n'y avait personne à notre passage pour donner des explications sur l'arrêt du chantier sur cet axe stratégique, principal corridor économique entre la capitale et l'intérieur du pays. Au ministère des Infrastructures, la même difficulté pour en savoir plus a été observée malgré plusieurs heures d'attente. Les gestionnaires du dossier n'étaient pas visibles, encore moins joignables par téléphone. Là, on retrouve des signes d'une administration publique gabonaise qui peine à mettre en œuvre une communication décomplexée. Entre-temps, sur le terrain, les routiers continuent à endurer le calvaire, en pointant un doigt accusateur vers le gouvernement dont chaque administration est désormais appelée à éclairer davantage l'opinion dans un contexte marqué par de nombreuses informations erronées. Au sujet de la route, de grandes avancées ont été réalisées. D'ailleurs, la connexion de Port-Gentil, la capitale économique dans l'ouest, au reste du pays par la route est considérée par de nombreux observateurs comme le chantier du siècle. Toutefois, le spectacle qu'offre ce bourbier à 27 km de la capitale gabonaise donne l'impression que rien de grand n'a été fait ces dernières années. Les pluies sont de retour avec leur lot de conséquences sur la voie publique. Certaines voies secondaires deviennent de plus en plus impraticables, tandis que les canalisations font défaut dans plusieurs zones de Libreville. Où en est-on avec les travaux des bassins versants? Bertin Osaga. Des creux géants se forment depuis quelques temps sur cette voie secondaire reliant les quartiers Rio et Vénévoire dans le 3e arrondissement de Libreville. Un chemin déjà difficile d'accès pour les automobilistes en saison sèche et qui le devient davantage en cette période de grande précipitation. Comme cet axe, plusieurs autres voies secondaires n'ont pas encore été réhabilitées malgré la volonté gouvernementale qui s'exprime par endroits depuis 2016. Autre préoccupation en cette saison des pluies, les inondations sur la voie publique, conséquence de l'absence de véritable canalisation dans plusieurs zones de Libreville. Là encore, l'engagement de l'État d'aménager des bassins versants, infrastructures en béton devant permettre le drainage des eaux pluviales demeure un vaste processus. L'urbanisation galopante de Libreville et ses environs n'est pas étrangère à la réalité du moment. L'urgente réponse aux problèmes de voirie urbaine d'aujourd'hui permet d'anticiper sur les situations à risque de demain. L'état des sanitaires à l'université Omar Bongo est criard par manque d'entretien. Ces lieux de besoin se trouvent en piteux état alors que la fréquentation aux toilettes participe à la satisfaction des besoins fondamentaux. Le constat avec Mirande Angué, Peggy Opas et Fred Ndongo. L'université Omar Bongo, la première et la plus grande des universités gabonaises, accueille désormais un peu plus de 30 000 étudiants. Dans cet espace prévu pour recevoir moins de 10 000, l'usage des toilettes est un véritable casse-tête pour bon nombre d'étudiants. Pour cause, les toilettes peu ou presque pas entretenues, malodorantes et suscitent la peur chez ceux qui craignent d'attraper des maladies infectieuses. Malgré la construction des toilettes ouvertes aux étudiants depuis 2006, leur entretien n'a pas encore trouvé une solution définitive.
Il faut que l'État prenne cette disposition pour que et les enseignants et l'administration et toute la communauté estudiantine, qu'on ait des conditions hygiéniques liées aux toilettes qui seront plus ou moins favorables. Même si des rénovations sont intervenues ces dernières années, via la mutuelle de l'université en partenariat avec un privé pour rendre certains sanitaires plus adaptés à l'usage collectif moyennant 100 francs CFA, le service reste insuffisant au regard du nombre très élevé des étudiants par rapport aux toilettes existantes. Il y a un entrepreneur qui a pris certaines toilettes qui sont aujourd'hui très propres. Et chaque étudiant donne 100 francs à chaque besoin. Mais sauf qu'il y a certains d'autres qui sont dans le système écologique qui ne sont pas pris en compte par cet entrepreneur par rapport à ces outils qui ne sont pas adaptés à ces toilettes-là. Créée en 1970 sous le nom d'Université nationale du Gabon, l'université Omar Bongo, qui s'est agrandie au fil du temps, est confrontée à plusieurs autres insuffisances. Les travaux de réhabilitation du campus et de la cité universitaire sont à l'arrêt. Les infrastructures sportives tardent à être livrées, la réouverture du restaurant universitaire, l'insalubrité, l'équipement de la bibliothèque, autant de questions à régler avant la rentrée. Sur le continent africain, nous allons à Conakry où des milliers de manifestants de l'opposition guinéenne se sont retrouvés pour dénoncer l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre lors de manifestations politiques. D'abord interdite, puis finalement autorisée, cette marche a été sous haute tension. Reportage. Manifestation mercredi en Guinée-Conakry des partisans de l'opposition afin de dénoncer l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre lors de leurs manifestations politiques. Nous sommes venus ici tenir ce meeting pour leur rendre un ultime hommage, pour prier pour leur âme, que Dieu les accepte dans son paradis et pour faire en sorte que leur sacrifice ne soit pas vain. Nous sommes là pour réclamer justice pour eux. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent régulièrement les lourds bilans de victimes lors des manifestations politiques en Guinée. 2 jeunes opposants tués lors d'une récente manifestation de l'opposition dans la capitale y ont été inhumés le 27 septembre dernier. Nous ne pouvons plus accepter que nos frères et sœurs périssent sous les balles des forces de défense et de sécurité. Ceux-là même qui sont recrutés, formés, payés, habillés, équipés pour assurer la sécurité des citoyens. C'est la 3e marche en 3 semaines à Conakry. À l'issue de la marche, l'opposition a annulé sa journée ville morte prévue ce jeudi. Au Niger, au lendemain de l'attaque qui a fait plusieurs morts, une opération impliquant des soldats français de la force Barkhane était en cours ce jeudi selon l'état-major des armées. Le président nigérien s'est exprimé sur la situation. Mirande Angué. Le Niger a été frappé par une attaque terroriste faisant un nombre important de victimes, a déclaré jeudi le président nigérien Mahamadou Issoufou en faisant référence à l'embuscade dans laquelle sont tombés mercredi des soldats américains et nigériens dans le sud-ouest du Niger. Notre pays vient, une fois de plus, de faire l'objet d'une attaque de groupes terroristes, attaque qui s'est soldée malheureusement par un nombre important de victimes. Le président a fait observer 1 minute de silence à la mémoire des soldats tombés sur le champ d'honneur et à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme. Les femmes et les enfants payent un lourd tribut au terrorisme de manière directe comme de victimes innocentes et de manière indirecte en tant que mère et épouse. Elles viennent, une fois de plus, de perdre des fils et des maris. Au Niger, une opération est en cours. Elle implique des soldats français de la force Barkhane, a annoncé jeudi le porte-parole de l'état-major des armées. Des avions de chasse Mirage 2000 ont décollé, mais n'ont pas tiré en raison de l'imprécation au sol. 2 hélicoptères de l'armée française ont évacué des blessés vers Niamey.
3 soldats américains et un membre d'une nation partenaire ont été tués au Niger au cours de cette attaque, a confirmé jeudi le commandant militaire américain en charge de l'Afrique. Le président nigérien n'a pas évoqué la mort des soldats américains dans ses déclarations. Le Premier ministre français Édouard Philippe, en visite à Tunis, a appelé aujourd'hui à préférer l'utile à l'éclat pour contribuer au développement économique de l'Afrique et faire face aux défis du continent africain et de la jeune démocratie tunisienne. Nous retrouvons Mirande Anguet pour le reportage. Pour le début de sa première visite officielle en dehors de l'Union européenne, le chef du gouvernement français, Édouard Philippe, a salué l'exemple de la Tunisie post-révolution de 2011 lors d'un discours inaugurant le forum d'affaires à Tunis, Rencontre Africa, aux côtés de son homologue tunisien, Youssef Chahed. Les entreprises françaises, et je parle bien des entreprises françaises, sont très présentes en Tunisie. Il y a plus de 1300 entreprises françaises qui sont présentes en Tunisie. L'investissement privé français en Tunisie, il est fort. Il a vocation à se développer. Et le gouvernement tunisien a pris des dispositions avec la loi sur l'investissement pour faire en sorte que ces investissements privés soient sécurisés et puissent donc être encore plus nombreux à l'avenir. Face à l'attaque de Marseille dimanche dernier, faisant 2 morts, dont 2 femmes, sur le parvis de la gare Saint-Charles, le chef du gouvernement tunisien n'est pas resté insensible face à cette actualité. Il n'existe aucune justification pour de tels actes barbares. Face à cette nouvelle tragédie, la Tunisie est plus que jamais aux côtés de la France et du peuple français ami. Nous sommes convaincus que seule notre action commune et solidaire pourra nous permettre de faire face à ce fléau qui, malheureusement, touche davantage notre quotidien. Édouard Philippe a salué l'espoir qu'incarne la Tunisie dans sa transition démocratique, formulant le vœu que l'exemple tunisien serve d'inspiration, comme l'avaient déjà fait ses prédécesseurs sous le quinquennat de François Hollande. Après ce discours, Édouard Philippe, accompagné de quelques ministres français, devait s'entretenir avec le président tunisien avant de présider le premier haut conseil bilatéral de coopération avec le gouvernement tunisien. Hors du continent, l'Espagne, où le président séparatiste de la Catalogne, Carles Puigdemont, a reproché mercredi au roi d'Espagne d'avoir délibérément ignoré des millions de Catalans indépendantistes dans son discours solennel prononcé mardi soir. Svetlana Maganga. Mercredi soir, Carles Puigdemont, le président séparatiste catalan, a accusé les autorités espagnoles de déloyauté inadmissible. Il a reproché mercredi au roi d'Espagne d'avoir délibérément ignoré des millions de Catalans indépendantistes dans son discours solennel prononcé mardi soir. Le roi a perdu l'occasion de s'adresser à tous les citoyens à qui il doit sa couronne et à ceux qu'il doit respecter parce que la Constitution l'exige. Une Constitution qui lui confère un rôle de modérateur qu'il n'a jamais eu en aucun cas et qu'il a refusé avec dureté. Puigdemont a également affirmé avoir reçu des offres de médiation pour chercher une solution à son conflit avec Madrid, mais que le gouvernement espagnol du conservateur Mariano Rajoy n'avait jamais répondu de manière positive. Nous n'avons reçu aucune réponse positive de l'État des options de médiation que nous avons mises sur la table et je pense avec toute sérénité que c'est une grande irresponsabilité de ne pas accéder aux exigences que d'autres personnes d'ici et de l'extérieur de la Catalogne et de l'État ont envoyées et de résoudre ce problème en utilisant la politique et non la police. Galvanisés par le référendum d'autodétermination qu'ils estiment avoir remporté, suivi d'une grève générale et des manifestations de centaines de milliers de personnes, les dirigeants indépendantistes de Catalogne ont relancé la mise mercredi en annonçant qu'ils allaient proclamer leur indépendance dans les prochains jours, malgré l'avertissement sans précédent du roi d'Espagne, une crise que l'Union européenne a appelée à résoudre par le dialogue. Nous restons en Espagne pour signaler qu'à Madrid, les habitants sont inquiets du processus d'indépendance de la Catalogne et certains redoutent une destruction de l'Espagne. 3 jours après le référendum qui a été émaillé par les violences policières. Larissa Laure Mamingui. Au lendemain du référendum anticonstitutionnel des indépendantistes catalans en Espagne, les dirigeants séparatistes de la Catalogne annoncent qu'ils vont proclamer l'indépendance dans les prochains jours, malgré l'avertissement du roi d'Espagne. Madrid rejette toute médiation tant que l'exécutif catalan menacera de faire sécession.
Dans la capitale espagnole, les avis divergent. Je pense que personne n'a pris la peine d'écouter et de s'asseoir et d'essayer de trouver une solution. Il peut y avoir une solution politique, mais je pense que la réaction du gouvernement et de la personne au pouvoir maintenant a été assez violente. S'ils voulaient vraiment que le reste du pays les écoute, ils devraient présenter leur cas devant les institutions de l'État. C'est la marche à suivre selon la Constitution et alors on verra si c'est le meilleur intérêt de la nation. Que ce soit le cas ou non, c'est une démocratie. Je ne suis pas un supporter de Rajoy ni du PP, mais il est président, que je l'aime ou pas. Il a obtenu la majorité et donc il est le président et je dois le respecter en tant que tel. L'Espagne souffre de ce qui pourrait être un coup d'État. Un coup d'État qui est pour les autorités catalanes un processus de construction nationale. Le problème est que la construction nationale de la Catalogne mène à la destruction de l'Espagne. Le roi Felipe VI avait aussi reproché au gouvernement régional catalan d'avoir bafoué de façon répétée et délibérée la Constitution et de mettre en danger la stabilité de la Catalogne et de toute l'Espagne. Dans son discours, il a martelé qu'il était de la responsabilité des pouvoirs légitimes de l'État d'assurer l'ordre constitutionnel, ouvrant la voie à de nouvelles mesures de gouvernement conservateur de Mariano Rajoy contre les dirigeants indépendantistes. Une nouvelle gamme d'appareils activés grâce à l'intelligence artificielle, c'est ce que vient de dévoiler Google. Le géant américain est bien décidé à concurrencer ses rivaux Apple et Amazon. Svetlana Maganga. Smartphone Pixel 2, enceinte connectée, écouteurs intelligents. En présentant mercredi toute une nouvelle déclinaison d'appareils activés grâce à l'intelligence artificielle, Google est bien décidé à concurrencer sur tous les fronts les autres mastodontes technologiques. Je crois que nous sommes à un stade dans les appareils où les logiciels et l'intelligence artificielle sont de plus en plus importants. Et être capable de contrôler cette expérience du début à la fin est crucial. Côté software, Google a amélioré son assistant vocal. Grâce à l'intelligence artificielle, il peut distinguer les différents membres du foyer qui s'adressent à lui pour adapter ses réponses à son interlocuteur. Le groupe a présenté un petit appareil photo portatif capable de prendre les photos tout seul en reconnaissant les visages. Ça permet de capturer ces instants que l'on ne peut pas avoir avec son téléphone. Parce que le temps que je sorte mon téléphone, mon fils n'aura déjà peut-être plus ce sourire mignon. Ça permet de capter ces moments-là aussi, d'être moi-même sur la photo parce que j'aurais posé la caméra quelque part et je serai avec mon fils à cet instant. Pour aller avec le Pixel 2, Google a présenté des écouteurs sans fil capables de traduire la conversation simultanément en 40 langues. Ils devraient être disponibles courant octobre, coupant ainsi l'herbe sous le pied d'Apple, qui promet le X pour début novembre seulement. Le groupe a aussi annoncé un appareil mêlant les fonctions d'un ordinateur portable et celle d'une tablette appelée Pixelbook, ainsi qu'une nouvelle version de son casque de réalité virtuelle. Au Brésil, dire que personne ne sait qui gagnera l'élection présidentielle dans un an est un euphémisme. Même les plus éminents spécialistes ignorent quels seront les candidats et si le favori des sondages sera ou non en prison. Lariska Mamengi. À un an de l'élection présidentielle au Brésil, l'incertitude est la plus totale dans un pays secoué par les scandales de corruption à répétition et dont l'économie se relève timidement d'une récession historique. Lui-même visé par de graves accusations de corruption, le président Michel Temer a déjà annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat. Pour la première fois depuis très longtemps, on a un scénario totalement ouvert, notamment en raison de l'enquête Lava Jato, qui est un facteur d'instabilité et d'incertitude. Cette enquête peut modifier la scène électorale et à tout moment au sein même des partis. On ne sait pas qui sera en mesure d'arriver au deuxième tour tellement les jeux sont ouverts. Les derniers sondages mettent Lula devant, mais Lula peut à tout moment sortir du jeu électoral s'il est emprisonné. Si les derniers sondages donnent l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva en tête des intentions de vote, l'ancien ouvrier qui a quitté le pouvoir avec une popularité record a aussi été rattrapé par les affaires. Condamné à près de 6 ans de prison pour corruption, il a été laissé en liberté le temps de son jugement en appel.
Comme en général au Brésil, les campagnes électorales sont très dispendieuses. La loi a été modifiée en 2015 pour réduire le temps de campagne et donc réduire les coûts. L'idée était de limiter la corruption. Depuis 2015, la campagne électorale brésilienne commence au début du mois d'août jusqu'au début d'octobre quand a lieu le premier tour. Les analystes n'ont qu'une certitude, les candidats de l'establishment n'ont pas la cote, tant les Brésiliens sont exaspérés par les scandales qui touchent la classe politique. L'un des noms pressentis pour le Parti social-démocrate, l'une des principales formations politiques du Brésil, est le gouverneur de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, défait par Lula lors du dernier tour de l'élection de 2006. Du sport dans ce journal, à 2 jours du match qui opposera les Panthères du Gabon aux Lions de l'Atlas du Maroc, en match comptant pour l'avant-dernière journée des éliminatoires du mondial russe de 2018. Le 11 national est face à son destin et peut porter haut les couleurs du drapeau gabonais. Mais pour ce faire, il leur faudra un sursaut de patriotisme. Le regard de la rédaction de Gabon 24 avec Kenny Ongori. Après le double échec en Coupe d'Afrique des Nations de football en 2012 et 2017 à la maison, les Panthères du Gabon n'ont d'autre choix que de se battre pour la qualification mondiale Russie 2018. Avec un peu d'orgueil et de fibre patriotique en eux, les jeunes joueurs qui se sont illustrés parfois négativement ces derniers temps peuvent se surpasser. Les écarts de comportement de certains joueurs ont créé un désamour entre la sélection et ses supporters, avec le problème de discipline de vestiaire et certains choix du staff jugés parfois hasardeux. Les travers de la Fédération gabonaise de football ne sont pas pour arranger les choses. Après la sanction et l'amende de la FIFA, il ne reste plus au 11 national qu'à faire un exploit afin de ramener la sérénité dans le sport roi. C'est qualifié pour cette expédition Russie 2018, mourir les armes à la main au nom de la nation tricolore vert, jaune et bleu, ou manquer une qualification à portée de main, ou plutôt des pieds. Il est temps pour chacun de prouver son amour pour la patrie, comme ce fut le cas face à la Côte d'Ivoire le 5 septembre dernier au stade de Bouaké, lorsque des jeunes très peu expérimentés avaient redonné un peu de fierté au peuple gabonais en infligeant une raclée à l'équipe la plus forte de ce groupe. Le reste pourrait devenir une simple formalité si chacun fait bien son travail, applique les consignes du coach à la lettre et laisse loin du terrain les différends qui existent en dehors et dans les vestiaires pour faire place au football. Le vrai football d'un Gabon, tant craint et réputé pour mettre en mal les plus grandes nations de football du continent. L'orgueil national est tout ce qui reste aux Panthères face aux grandes nations du continent, notamment les Lions de l'Atlas du Maroc ce 8 octobre 2017. Les Panthères du Gabon ont encore toutes leurs cartes en main, à moins qu'ils en décident autrement. Mais aujourd'hui, elles doivent véritablement sortir leurs griffes pour mettre fin aux mauvais souvenirs qui hantent le football national. Le rappel des titres de cette édition d'information au Gabon. Nous avons parlé de ce axe routier, notamment au PK 27 qui est en état de dégradation avancée. Les usagers peinent à se déplacer pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Et puis en Guinée-Conakry, cette marche de l'opposition pour dénoncer l'usage des armes à feu lors des manifestations politiques. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur Gabon 24.